Retour donc sur le plateau et cette fois-ci on va parler d'incarcération, on va parler d'un travail de fond qui est fait par Jean-Hugues Tossem entre autres et avec toute une équipe. On présentera Mad Zoubia du réseau OT juste après. On ouvre d'abord Cosmo Réunionnais. Alors, on va d'abord écouter le prénom parce que je ne l'ai pas écrit. Le prénom, c'est Graziella Mad Zoubia. Mad Zoubia, donc du réseau OT. C'est quoi le réseau OT ? C'est bien ça. Alors, l'association Réseau OT, donc, c'est une association donc, de loi 1901. Elle a été créée en 1996. La mission, c'est faire de la prévention, l'accompagnement et la prise en charge de toute conduite addictive. Donc, chez nous, on parle d'addiction, avec produit, mais aussi sans produit. Voilà. Donc, je vais dire bonsoir. Donc, à Graziella Mad Zoubia. Bonsoir, Jean-Hugues Tossem. Bonsoir. Alors, Jean-Hugues Tossem, lui, il est de quelle association ? Je suis président de l'association sportive de la rue Saint-Louis. Et l'action qui a eu lieu le week-end, c'était ? C'était notre 4e édition de notre tournoi amitié. On prend comme prétexte le tournoi de football qui était un élément fédérateur. En fait, à travers de cette manifestation, on a arrivé à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur la dangerosité de l'incarcération. Souvent, vous savez, les jeunes ont un regard fantasmé sur l'incarcération. Donc, à travers des témoignages des détenus qui étaient présents lors de cette journée, on a... C'est la 4e édition, Jean-Hugues Tossem. Vous arrivez à décourager les jeunes à faire ce qui les amène souvent à la prison du port ? Écoutez, on en discutait en aparté tout à l'heure. Je crois que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Nous, on n'est pas là pour faire le travail des autres. Je sais qu'il y a un travail de SAP qui est mené en la matière sur la prévention par les institutions ou autres. Notre rôle à nous, on a été beaucoup aidés quand on était jeunes. On veut à notre tour renvoyer l'ascenseur, parler de chiffres. Je crois que je suis pas bien placé pour parler de chiffres de réussite ou de non-réussite. En tous les cas, ce qu'on a voulu faire, on l'a bien fait samedi, c'est-à-dire sensibiliser les jeunes sur la dangerosité de l'incarcération, et également avec les animateurs du réseau OT, sensibiliser ces jeunes sur les conséquences de la prise des drogues. Je vais poser la question, ça va me faire sourire, mais je vais vous poser la question. Comment les jeunes voient la prison ? C'est un lieu où on mange bien, on est tranquille, on n'a pas de soucis, c'est ça ? Écoutez, ce que j'entendais dire, moi, avant... Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment ils voient la prison ? La prison, c'est presque l'Eldorado, c'est un hôtel, on y va à la télé. On y va en vacances. Alors que nous, on s'est rendu compte par nous-mêmes, il y a peu plus de 25 ans, que c'était pas du tout cette image-là, que j'ai moi-même, des gens m'ont accompagné lors de nos premières visites. Et je dois vous dire que ces mêmes personnes ne veulent plus y retourner, même pour passer 3 heures pour jouer au foot. Donc, pour vous dire que les conditions ne sont pas les conditions que pensent les jeunes qui n'ont jamais mis les pieds. Donc, je disais tout à l'heure qu'ils ont vraiment un regard fantasmé sur cette... La question est... On va le voir aussi à ce niveau-là. J'allais dire, tout ce qui est drogue en prison, c'est quand même quelque chose qui est une vérité. C'est une vérité. Donc là, surtout, on parle maintenant de la chimique, donc un nouveau produit de synthèse. C'est un cannabinoïde de synthèse, rien à voir avec donc le THC naturel, entre guillemets. Oui, mais on a augmenté le THC, justement. Au fait, c'est ça. Tout est trafiqué, c'est chimique. Donc effectivement, tout ce qui est dépendance, donc c'est très rapide. Tout ce qui est aussi, tout ce qui est violence, etc. Donc voilà. Donc aussi, notre travail, donc le travail qu'on a fait ce samedi, c'est informer le public sur la dangerosité de ces produits, en tout cas les effets qu'il peut y avoir. Voilà. Deux choses, puisqu'on parle d'addiction, on parle de drogue, ce produit chimique, il n'est pas trop cher par rapport à l'autre, il est plus facile à fabriquer et il est plus facile à écouler puisque les jeunes sont demandeurs de produits très rapides, qui montent très rapidement la tête. C'est bien ça, vous avez tout compris. Au fait, c'est avoir l'effet tout de suite, maintenant, donc avec cette rapidité-là, effectivement. Après, il y a aussi donc Internet, ils ont accès un peu plus facilement aussi à ce genre de produits-là. Donc, voilà. C'est pour ça que nous, on fait un gros travail sur la prévention. Donc, on compte effectivement sur l'intelligence, effectivement, des jeunes, d'accord, du public de manière générale. Il n'y a pas que les jeunes, mais aussi les adultes, sur, faire
faire attention à sa santé et limiter les dangers, limiter les risques. Il y a deux choses à voir dans le projet que vous menez. Un, c'est sensibiliser les jeunes à donc la dangerosité de l'incarcération. Quels sont les éléments de cette dangerosité, Jean-Luc Tossem? Pourquoi c'est une mauvaise chose pour un jeune de se retrouver dans un milieu carcéral? Déjà, vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, la liberté n'a pas de prix. Oui, je suis d'accord. Je veux dire, après, quand on parle de danger, pourquoi on parle de danger de l'incarcération? Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière, il y a des dégâts collatéraux. On a fait témoigner des familles des détenus lors de l'année dernière, lors de cette manifestation, et on a senti que quand un jeune commet un méfait, comme on dit, c'est toute une famille qui est touchée. Donc, il y a le danger pour la famille en elle-même, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas être libre, ça n'a pas de prix. Alors, d'une part, lorsqu'on parle des conséquences, on appelle ça les dommages collatéraux d'une action, d'un délit ou d'un crime commis par un jeune, c'est bien sûr toute la procédure judiciaire qui est mise en place, il y a toute la protection qu'il faut assurer, et puis lorsque l'enfant est incarcéré, il y a le parloir pour les parents, pour les proches, c'est pas non plus quelque chose d'agréable pour la famille. Moi, je suis en même temps, je suis pas venu pour parler de la... Non, c'est pour montrer vraiment tout le côté négatif. Bien sûr, mais en même temps, je crois que nous, on veut rester à notre place. On veut pas, nous, s'éparpiller sur les faits, sur les conséquences. Nous, on s'est rendu compte par nous-mêmes, lors de nos premières visites, que les conditions sont difficiles pour ces jeunes et moins jeunes. Donc on a voulu témoigner. Dans quel état d'esprit ils sont? État d'esprit, c'est des gens qui sont souvent livrés à eux-mêmes, avec peu d'espoir, et c'est là qui nous a donné l'envie de dire la vie n'est pas terminée, la vie continue, et à notre petit niveau, on essaye, tant bien que mal, à mettre des actions pour que ces gens-là puissent avoir une nouvelle vie. Oui, mais justement, puisqu'on parle de ça, et je vais sans doute enfoncer le clou, Jean-Luc Tossem, mais qu'est-ce que ça provoque sur l'individu? Comment un jeune qui passe par la case prison en ressort? Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Je crois que le fait d'être privé, d'être en rupture familiale, d'être en rupture avec la vie normale, c'est déjà ce sont des dégâts extrêmement graves. Après, je veux dire, à chacun de se remettre au travail, comme on dit. Et je sais qu'il y a des institutions, des associations qui œuvrent dans ce domaine. Et je répète qu'il fait un travail de ça pour faciliter la réinsertion de ces gens-là. Et je vais revenir sur la drogue chez les jeunes en milieu carcéral. C'est quelque chose qui se développe, qui continue à se développer? Alors oui, il faut savoir qu'il y a au moins à peu près 7 mineurs sur 10 qui sont incarcérés suite effectivement à des délits commis sous effet de produits. Donc c'est vrai que nous, on met en place des ateliers, en tout cas de prévention, donc des actions éducatives mais aussi thérapeutiques. Donc l'idée, c'est de leur donner le plus d'informations possible et aussi qu'il y ait une certaine réflexion, une prise de conscience pour que ça émerge vers une demande de soins. Donc ça, c'est le travail qu'on fait avec le quartier des mineurs. Et on a aussi donc des collègues qui interviennent avec les adultes. Donc là, c'est plutôt sous forme de groupe de parole. Donc pareil, au niveau de la réflexion sur les délits commis sous effet. Voilà, pour essayer de ramener vers tout ce qui est le volet thérapeutique aussi. D'accord. Jean-Luc Tossem, en termes de moyens, organiser des rencontres de foot, organiser des actions pour ces jeunes, est-ce que ça permet de les sensibiliser, de les mobiliser autour des thèmes que vous souhaitez? Ah, tout à fait. C'est pour ça qu'on est encouragé de pérenniser cette manifestation. Avant tout, je crois qu'on a eu la chose la plus importante, à savoir cette confiance de l'administration pénitentiaire. Et je dois au passage remercier
les gens qui prennent les décisions, hein, en particulier les JAP, les juges d'application de peine, bien qu'ils ont une procédure avec des critères bien définis pour pouvoir autoriser ou pas les détenus à sortir. Non, je crois que ça nous encourage parce qu'on entend des commentaires de ces jeunes ou ces moins jeunes, des commentaires positifs, comme on dit, pour nous donner encore l'envie de continuer à faire ce genre de manifestation. Après, il faut dire aussi que les institutions les collectivités jouent le jeu. Je dois remercier au passage la ville de Saint-Paul qui joue un rôle très important dans l'organisation de cette manifestation. La question, c'est, puisqu'on parle de prévention, est-ce que pendant ces actions que vous menez avec votre association, est-ce que vous arrivez à parler à ces jeunes? Est-ce que ces jeunes sont sensibilisés par le discours, par cette posture de dire il faut éviter la case prison? Tout à fait, parce que eux-mêmes ils sont volontaires pour pouvoir témoigner déjà. Il faut savoir qu'on le fait sous forme d'atelier. La quasi-totalité des détenus veulent témoigner ce jour-là, hein, pour justement sensibiliser ces jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est à l'issue de cette journée, ils nous remercient parce qu'ils ont passé une agréable journée et ils se sentent aussi le fait d'avoir des gens œuvrer pour eux, ils se sentent valorisés aussi. On est sur la prévention, Graziella. La question, c'est comment prévenir, comment faire en sorte d'éviter que l'addiction s'installe, comment éviter que après, parce que quand l'addiction s'installe, c'est un travail qui est très difficile après. Comment prévenir au lieu de guérir? Alors, c'est qu'il y a deux manières d'entrer dans une addiction. Alors, soit par plaisir, d'accord ? On a goûté une première fois, on a fait une première expérience, on a trouvé ça bien. Donc voilà, ça va nous pousser à reprendre le produit, etc. Et puis aussi, il y a pour éviter de souffrir. On a un souci, on a un problème, on pense que c'est le produit qui va nous aider à oublier, etc. Donc nous, on fait vraiment un gros travail là-dessus en disant que le produit, c'est vrai, ça va pas être la solution miracle. Donc si on a un problème, il faut en parler, il faut en discuter. En tout cas, trouver la personne déjà avec qui on peut en parler déjà. Après, c'est vrai que on va faire un gros travail aussi sur l'organisme, au niveau du cerveau, surtout avec les jeunes. On va travailler de manière globale au niveau sanitaire, mais au niveau psychosocial aussi. Alors l'approche, d'abord, dans la prévention, comment parler aux jeunes, comment leur dire que ces produits-là, c'est vraiment dévastateur? Alors avec un discours simple à leur porter, pas forcément des termes, je dirais, très techniques. Surtout, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Donc, la plupart du temps, ça se passe très bien. Après, on parle plutôt sur leur représentation, comment eux, ils voient les drogues, quel est l'objectif, en tout cas, du produit, pourquoi ils utilisent ce produit-là. Est-ce que c'est pour faire la fête? Est-ce que c'est pour oublier? Est-ce que parce qu'ils ont été influencés par les autres? On va essayer, du moins, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les a poussés, qu'est-ce qui les motive à consommer ce genre de produit. Les motivations, est-ce que c'est plus pour faire la fête ou plus pour essayer à un moment donné d'effacer le mal-être? Alors la plupart du temps, c'est pour le plaisir, la convivialité, pour être avec les autres, pour être dans un groupe, pour appartenir à un groupe. Donc oui, un peu plus. Après, c'est vrai qu'il y a aussi quelques-uns, c'est pour éviter de souffrir tout simplement. Donc voilà, c'est se défoncer la tête pour oublier tous les soucis de la vie, du quotidien, etc. Donc faire la fête, c'est la première motivation? Alors oui, pour la plupart des jeunes, c'est ça. Mais est-ce que quelque part, est-ce que après, puisqu'on parle de motivation, est-ce que l'addiction est quelque chose qu'ils ont en tête ou pas? Après, l'addiction, ça vient par étapes. Donc, au début, ils ne pensent pas forcément être accro, addict aux produits. Donc, ça vient au fur et à mesure. Donc, nous, on va aussi leur proposer de faire la fête, ok, mais peut-être que pour faire la fête, tu n'as pas besoin de
consommer de manière excessive. Enfin voilà quoi. Après on va vraiment parler de tout ce qui est par exemple avec l'alcool, le coma éthylique par exemple, la conduite sous effet par exemple. Donc il y a aussi tout ça qu'on va prendre en compte, du coup qu'on va aussi discuter avec le public, avec le jeune. Jean-Luc Dossem, on ne rappellera pas la belle carrière de footballeur que vous avez, mais faire un sport, c'est aussi avoir un fil conducteur qui permet d'avancer sans avoir recours à des produits, je dirais, déviants. Tout à fait. Je crois que les jeunes qui viennent, ça leur permet de grandir, de les accompagner. L'éducateur qui est Jean-Luc Dossem permet de se dire, voilà, avec le foot, je peux les accompagner un peu. Ah ben tout à fait. Déjà, quand ils sont sur un terrain de foot, ils sont par ailleurs. Donc c'est déjà ça. Et après, dans le foot, dans le sport en général, le football en particulier, on véhicule des valeurs, des vraies valeurs. Et donc, une fois le plus dur, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à intégrer une association sportive. Et là, je crois que la solution est trouvée. D'accord. En 30 ans, il y a une réalité, c'est que le cadre social, le cadre familial a évolué. On ne va pas jeter la pierre, on va jeter la pierre à personne. Comment aujourd'hui, dans le contexte d'une forte urbanisation, d'un contexte de société de consommation de plus en plus extrême, comment faire pour que le jeune puisse trouver une place, se sentir bien, que ce soit dans le sport ou autre? Comment faire en sorte que ce contexte, cet environnement sociétal puisse être, je dirais, suffisamment efficace, intéressant et efficace pour qu'un jeune n'ait pas besoin d'avoir recours à de la drogue? Je crois que déjà, il faut continuer à multiplier les actions que nous menions aujourd'hui, que les associations ou institutions. Je crois qu'il n'y a pas de secret, hein. Il faut aller au-devant de ces gens-là, les informer, les sensibiliser, les emmener les tenants aboutissants sur les conséquences de la prise de ces drogues. Je crois que il faut aller vers ces gens-là, les sensibiliser tout simplement. Là, la question va être, le mot de la fin va être pour vous. On revient à cette question. C'est finalement, quand on regarde, et la question est souvent posée, est-ce qu'il faut, à un moment ou à un autre, légaliser le cannabis? Est-ce que ça peut être une solution à réduire la consommation? Alors c'est vrai que ça, c'est un sujet qui fait débat. Par rapport à ça, effectivement, il y a aussi cette crainte légalisée. Ok, est-ce que ça va augmenter le nombre de consommations par rapport au cannabis? Après, je sais pas par rapport à tout ça, mais en tout cas, oui, il y a peut-être une solution dans ce sens. En tout cas, peut-être faire aussi évoluer la législation par rapport à ça. Pourquoi pas? Donc après, c'est vrai. Le cannabis, en tout cas à La Réunion, c'est vrai que pour certains, ils disent que c'est banalisé. On voit donc partout, donc les gens qui consomment. Mais bon, après, je pense que voilà, il n'y a pas forcément un lien par rapport à ça. C'est pas forcément parce qu'on va légaliser le cannabis qu'il va avoir peut-être plus de consommateurs, mais tout en étant vigilant, effectivement. Légaliser, pourquoi? C'est souvent déculpabiliser. C'est ça. Et la consommation déculpabilisée, est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas? Après, il faut aussi, c'est pas forcément, légaliser pour dire aux gens, c'est bon, on peut consommer, etc. C'est pas ça. Après, on est bien d'accord, pour les jeunes, ils sont en pleine croissance, d'accord? Donc, toute consommation de produits, même le cannabis, ça va engendrer effectivement des conséquences au niveau de leur développement. Donc là, on est bien d'accord, il faut aussi mettre, un cadre par rapport à ça. D'accord. Alors, il nous reste 1 minute. Je vais juste conclure sur un élément. On va essayer de demander à Jean-Luc Dossem et à Graziella de faire en sorte, demain, si on peut avoir des jeunes pour témoigner ici de cette démarche-là et voir un petit peu, eux, ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, quand vous voulez revenir, mais il n'y a pas de problème. Ça sera toujours plaisir. En tout cas, merci à vous. À Jean-Luc Dossem et merci également donc à Graziella Madzoubia donc pour toutes ces informations.